Changez le monde dans de bonnes ondes. Faites rimer bonheur et conscience pour plus de sens. Ici c'est Kat, bienvenue dans notre monde. Le nôtre, mais en mieux. Et si on pensait le monde autrement ? Suivez le flow pour rester à flot. Changez le monde dans de bonnes ondes. Aujourd'hui, vol en duo. La mode éthique par l'armoire poétique. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur Apple Podcast. Vous offrirez ainsi à notre monde plus de visibilité. Merci à tous. Aujourd'hui, je vous propose un vol en duo aux côtés de Karine, fondatrice d'une nouvelle boutique bordelaise dédiée à la mode responsable qui propose une sélection de marques éthiques et des rencontres pour sensibiliser sur le sujet. Mais tout d'abord, petite visite du terrain pour planter le décor, ou plutôt pour accrocher dans nos armoires plus de cintres éthiques et moins de synthétiques. Pour commencer, un tour dans le rayon gouvernemental. Depuis le 1er janvier 2022, la loi AGEC anti-gaspi interdit la destruction des invendus non alimentaires. Pourquoi cela nous intéresse aujourd'hui ? Parce qu'en 2018, on comptait en France pas moins de 3,2 millions d'invendus textiles. Selon l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'industrie de la mode générerait plus de 2% des émissions de gaz à effet de serre. Et si nous ne bougeons pas, nous atteindrons les 26% en 2050. Poursuivons dans le rayon des bennes de recyclage textile en France. Savez-vous ce que deviennent réellement ces textiles entreposés dans ces bennes ? Eh bien, sachez qu'ils sont pour 3% réutilisés, 10% brûlés, 33% recyclés et 54% exportés. Pourquoi autant d'exportations ? Parce qu'il n'existe à date aucune filière d'exploitation rentable pour le textile recyclé en France. Les exportations se font en majorité en Afrique, où la population récupère en majorité tout ce que les Occidentaux ne veulent plus porter. Au Ghana, ce sont 15 millions de vêtements qui arrivent au port d'Ara par semaine. Les Africains essaient de gagner leur vie en revendant à leur tour ce qui est possible de vendre. Reste que 40% part à la poubelle dans des décharges à ciel ouvert. Pourquoi ? Parce que ces vêtements restent invendables vu leur qualité. Pourquoi ? Allons donc visiter un rayon d'actualité. Celui de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Wow. Nous parlions donc de mauvaise qualité qui rend invendables ces vêtements. Il est important de savoir que dans ces modèles économiques de production, les tendances sont de plus en plus courtes. Nous ne sommes pas ici sur les tendances automne-hiver, printemps-été, mais bien sur une tendance de 1 à 2 semaines. Une durée de vie du vêtement par rapport au circuit quasi nulle. Un exemple concret étudié sur un site connu dont on parle pas mal en ce moment, Shein. Sur ce site, ce sont 6000 pièces vendues simultanément. Ce sont 700 à 1000 nouvelles références par jour. Et une chaîne de production de 3 jours contre 1 mois, ce qui est déjà très court, pour la fast fashion. Prenons conscience que ces modèles d'économie textile sont basés sur la destruction et l'exploitation. Justement, petit tour maintenant du côté du rayon impact. Comprenons que ce type de modèle économique, ce sont d'énormes profits pour l'entreprise et d'énormes coûts pour la planète. Premièrement, des coûts humains. Parce que dans la majorité des cas, la loi du travail est bafouée et les conditions de travail sont bien souvent déplorables. Deuxièmement, des coûts psychologiques, avec des dépendances à l'achat au travers de stratégies d'influence sur les réseaux. Mais également des addictions d'achat avec des shoots de dopamine engendrés par des stimulations promotionnelles. Troisièmement, des coûts environnementaux.
avec l'utilisation de combustibles fossiles et également de traitements chimiques polluant rivières et sources d'eau potable. Et n'oublions pas une pollution grandissante des océans avec les micro-particules de plastique qui se trouvent dans ces vêtements. Ces vêtements qui sont lavés dans nos machines à laver et dont les particules se diffusent et ne peuvent être filtrées par le système de traitement des eaux. Wow. La variable exploitation est souvent oubliée du discours de mise en avant dans ces produits. Et si des journalistes d'investigation ne menaient pas l'enquête sur le terrain, on ne saurait rien. Raphaël Glucksmann, député européen, dénonce le vide légal dans lequel se trouvent ces entreprises chinoises. Pas de loi, pas d'encadrement légal. Et donc aucune preuve que ce qui est dit ou écrit est vrai. Personne ne sait exactement comment sont produits ces vêtements. Raphaël Glucksmann souligne d'ailleurs qu'on ne peut pas savoir si ces entreprises recourent au travail forcé des Ouïghours ou des enfants. Sur le site Shein, pour en venir à cet exemple, on trouve par exemple un onglet Responsabilité sociale dans l'encart Good Looks Beautiful. Comment peuvent-ils mettre en avant ce discours avec des éléments que nous savons de la fast fashion ou de l'ultra fast fashion ? Je vous invite à la réflexion. Parce que, à ce stade, c'est bien plus que du greenwashing. Conscientisons qu'il ne s'agit pas uniquement de chiffres abstraits, mais bien d'une sphère vivante qui est impactée. Et c'est bien pour tout cela que je trouve personnellement le projet de Karine fabuleux et qu'il m'a de suite interpellée. Je suis donc ravie que Karine ait accepté ce vol en duo dans notre monde. Nous allons visiter ensemble des rayons de sa vie en s'arrêtant sur les pièces maîtresses qui ont construit son parcours et ce choix entrepreneurial s'inscrivant dans un modèle économique humain et vertueux. Je vous souhaite une très belle rencontre avec Karine et une très belle écoute. Bonjour Karine. Bonjour Kathleen. Découvrons le rayon du parcours professionnel et associatif de Karine. Donc j'étais ingénieure en aéronautique jusqu'à décembre dernier où j'ai arrêté. Après j'ai toujours été intéressée par les projets de solidarité internationale. Quand j'étais étudiante, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières, donc qui faisait des projets de développement. Moi j'avais travaillé sur un projet au Mali. Et puis après, le cours de la vie fait que j'ai travaillé, j'ai eu mes enfants. Et du coup, après, j'ai été prise par ma vie personnelle et professionnelle. J'étais sur des projets très prenants. Mais j'avais toujours cette envie de vouloir faire autre chose en parallèle, au moins. Et puis après, avec mon mari, on a eu l'opportunité de partir en Inde 2 ans. Donc moi, où je me suis mis en disponibilité. Et j'ai pu intervenir dans 3 associations différentes. Ce qui m'a énormément plu, puis découvrir un pays comme l'Inde, on n'a pas du tout fini, mais déjà on en a découvert une petite partie et c'était une expérience formidable. Et en revenant, j'ai repris mon travail d'ingénieur en aéronautique, mais avec toujours cette volonté de faire autre chose à côté. Et donc assez rapidement, j'ai réduit mon temps de travail pour pouvoir faire une activité bénévole à côté. Et donc après, j'étais bénévole dans une association qui s'appelait Projet Solidaire. J'étais vice-présidente pendant 8 ans. Et donc c'est une association qui intervenait en Afrique de l'Ouest sur des projets d'accès à l'énergie domestique pour les populations locales. Donc des projets en fait de foyers améliorés, c'est-à-dire c'est des fourneaux qui permettent de faire la cuisine, mais qui sont plus économes en bois et en charbon de bois. Donc ça permet à la fois de lutter contre la déforestation, également de permettre aux gens de faire des économies, puisque le bois énergie représente une part très importante du budget des familles, et aussi de créer des activités génératrices de revenus pour les populations locales, et donc d'aller vers de l'autonomisation. Et l'autre volet, c'était des projets de biocombustibles. Donc là, ce sont des combustibles qui sont faits à partir de déchets végétaux. Donc en particulier au Sénégal, c'était fait à partir de coques d'arachide, puisque c'était dans le bassin arachidier du Sénégal. Et donc là, ça permet de supprimer complètement le bois et le charbon de bois dans la cuisson des aliments. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que ça permet aussi d'améliorer la santé des populations locales, en particulier des femmes et des enfants, puisque les fumées toxiques, les fumées qui sont issues
du feu de bois, en fait, sont très toxiques. Et en fait, je crois que l'OMS estime à peu près 400 000 personnes, 400 000 décès par an, le nombre de décès qui sont dus à des fumées toxiques, en fait. Découvrons ensuite le rayon de ces prises de conscience. En fait, ça m'a vraiment fait découvrir l'importance de l'interculturalité, du partage des différentes cultures, du fait qu'il y a des choses qu'on croit universelles mais qui sont culturelles, et inversement, des choses qu'on pense peut-être culturelles et qui sont universelles. Et en fait, la solidarité, ça reste comme universel. Et donc, du coup, ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Et le fait qu'on peut vraiment... parce qu'on peut avoir une notion du développement et de l'aide comme un petit peu à l'ancienne, et c'est difficile de s'en défaire, c'est-à-dire c'est toujours les pays du Nord qui vont aller aider les pays du Sud. En fait, quand on creuse un peu plus, on se rend compte que on apporte, enfin, ce qu'on apporte, on le reçoit aussi dans l'autre sens, au moins de manière équivalente, voire plus, en fait, parce que justement il y a toute cette philosophie de la vie, cette façon de voir les choses, etc., que nous, qui est pas universelle. Pour le coup, je pense qu'on est dans une société quand même de consommation, un peu individualiste quand même. Et donc, on se rend pas compte de la chance qu'on a quand on vit en France, et d'aller au contact des populations comme ça, où il y a des gens qui ont rien, mais qui se plaignent moins, qui ont l'air plus heureux, et donc ça questionne quand même pas mal, et ça a aussi changé la façon de cette notion d'aide. Et quand j'étais à Projet Solidaire, en fait, on disait, finalement, c'est un peu le slogan qu'on voulait avoir, c'était aidons-les à se passer de l'aide. En fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est plutôt accompagner pour que les gens deviennent autonomes, et c'est pas faire à leur place ou les assister en permanence, en fait. Je pense que le changement, il viendra avec des solutions locales, et pas des solutions globales. Mais les solutions locales, elles sont transposables, en fait. On a beaucoup à apprendre aussi des solutions locales qui sont trouvées en plus avec le changement climatique. Je pense qu'il y a des pays où ils ont trouvé des solutions locales qui fonctionnent, et on aurait beaucoup à apprendre de ça, en fait. Donc il faut rester ouvert à ça. Maintenant, direction le rayon du zéro déchet et les prémices de l'armoire poétique. À peu près en 2016, je dirais. Donc là, c'est une amie qui m'a offert le livre de la famille Presque Zéro Déchet. Donc ça a été un élément déclencheur, parce qu'elle-même, elle avait déjà démarré sa démarche, et donc on a commencé à s'y intéresser et à changer de mode de consommation. Et après, il y a eu un défi des familles zéro déchet dans mon quartier qui a été organisé. Donc là, on s'est inscrit dedans. Et là, on a effectivement complètement changé notre manière de consommer, au moins au niveau alimentaire. Et puis petit à petit, quand on commence, en fait, on s'intéresse un peu à tous les sujets. Et effectivement, après, ce qui restait compliqué, c'était la partie habillement, parce que moi j'avais pas l'habitude de m'habiller en seconde main, et j'ai toujours pas l'habitude, enfin c'est compliqué pour moi. Et donc, j'ai essayé de trouver comment consommer, alors de manière évidemment plus raisonnée qu'avant, mais et surtout plus responsable. Et sur Bordeaux, je trouvais pas, en fait, je trouvais pas tellement d'offres. Il y avait quelques magasins de marques éthiques, mais assez peu, et il n'y a pas de boutique multimarque, en fait, sur l'éthique. Voilà. Et l'autre facteur déclencheur, c'est que justement, il y avait une boutique que j'aimais bien, qui a fermé depuis, mais moi je vais reprendre la marque, ça tombe bien, et qui ont des partenariats justement avec des producteurs de coton en Inde. Et quand j'allais dans la boutique pour poser des questions, les vendeurs et vendeuses, ils savaient presque même pas qu'il y avait des partenariats avec des producteurs de coton en Inde, et moi ça m'a interpellée, parce que je me suis dit c'est quand même dommage, parce que ça fait quand même partie de l'histoire du vêtement, et puis c'est dommage de ne pas valoriser ces partenariats. Et alors quand j'allais sur le site de la marque, je trouvais beaucoup d'informations, mais pas en boutique, et ça m'arrivait avec d'autres marques, et je me suis dit là il y a quand même quelque chose à faire autour de ça, déjà peut-être former les vendeurs vendeuses, et surtout aussi expliquer aux clients et tout, et des choses qu'on trouve que sur internet, mais c'est pas la même. Internet, c'est bien, mais il n'y a pas le contact, il n'y a pas l'histoire. Et donc, je me suis dit que là aussi, il y avait quelque chose à faire autour de ça. La concrétisation du projet.
voulais quand même un projet qui soit en lien avec toujours cette solidarité internationale et les pays du Sud. Et donc, c'est là qu'a émergé l'idée de l'armoire poétique, parce que, en fait, je me suis rendu compte que le textile, c'était vraiment un domaine où, en fait, il y avait, comme les vêtements voyagent énormément, et donc c'était vraiment un domaine où il y a, on peut relier beaucoup de pays du monde, en fait, parce que entre le coton qui vient forcément de loin, et le vêtement, même s'il est produit en France, il y a quand même toute cette étape. Et donc, c'était un domaine qui permettait de relier, de garder ce lien avec les pays et de continuer à soutenir des initiatives de solidarité internationale au travers de ce projet, de soutenir des initiatives des producteurs de coton, des producteurs de matières premières, de l'artisanat local. Et maintenant, le rayon principal. Les missions et les intentions de l'armoire poétique. Donc, l'armoire poétique, c'est, comme tu le disais, c'est avant tout une boutique d'habillement éthique pour hommes et femmes, avec des vêtements, chaussures et accessoires de marques éthiques, c'est-à-dire ce sont des marques qui sont sélectionnées sur leur engagement environnemental en sélectionnant des matières éco-responsables, sur leur engagement social, c'est-à-dire qu'elles garantissent des conditions de travail décentes pour les travailleurs depuis la production de la matière première jusqu'au produit fini, et également qui sont transparentes sur leur démarche. Et le deuxième volet, c'est donc un espace de sensibilisation, alors qui se fera à la fois sous forme d'information permanente au sein de la boutique, donc pour que les personnes qui viennent puissent savoir comment sont produits des vêtements qui sont vendus dans la boutique, par exemple, et également donc des rencontres qui auront lieu environ une fois par mois avec des structures partenaires. Donc, ça peut être des associations comme Oxfam, Artisans du Monde, ou alors des marques qui viennent présenter leur démarche ou qui viennent expliquer les conditions de travail des producteurs de coton, par exemple. Dans l'émission de l'armoire poétique, il y en a une, c'est justement soutenir les producteurs de matières premières et les créateurs éthiques. Donc ça, c'est une des missions. Et après, il y a la volonté, l'armoire poétique, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc justement, dans les principes de l'économie sociale et solidaire, il y a aussi le fait que, effectivement, on fait partie de l'économie, mais ça crée des emplois. Et l'idée, c'est que les bénéfices, ils servent pour le développement du projet et pas, ils sont pas versés à des actionnaires. Moi, ce que je souhaite développer, c'est le côté affectif envers le vêtement, et c'est pas du tout du matérialisme, au contraire. C'est-à-dire développer un amour du vêtement qu'on va acheter parce qu'on sait son histoire, on sait qui l'a fabriqué, dans quelles conditions, et on sait ce qu'il vaut, quoi, finalement. Et notamment, je pense à ça parce que je vais avoir une marque là, alors ce sera plutôt pour la collection d'hiver, une marque de vêtements qui sont faits en Inde avec des couturières qui ont été formées dans le cadre de ce projet, et qui, sur l'étiquette du vêtement, il y a quelle couturière l'a fait, avec son nom, son identité et une photo. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose de chouette, parce que je pense que quand on achète un vêtement comme ça, on a un lien avec la personne qui a fabriqué le vêtement. Voilà, exactement. Dans les linéaires, arrêtons-nous sur les critères de sélection des marques éthiques. Alors les critères, donc c'est un critère effectivement environnemental avec l'utilisation de matières éco-responsables de la marque. Alors à la fois sur les articles que je vais acheter, mais sur toute la gamme de la marque. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des marques qui vont faire un t-shirt en coton bio, puis tout le reste de la gamme qui va être avec d'autres matières. Donc là, c'est pas satisfaisant. Après, il y a le respect des conditions de travail, mais depuis vraiment la matière première, et c'est ça qui est compliqué, jusqu'au produit fini, parce que souvent on parle de la dernière étape, qui est l'étape de confection. Alors, on est beaucoup actuellement sur le Made in France. Bon, c'est très bien le Made in France, mais pour moi, un t-shirt en coton, Made in France, il n'est pas Made in France, parce que le coton, il pousse pas encore en France, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est important vraiment de remonter à la source, même si c'est compliqué, c'est quand même ça qui est très important. Et puis le troisième critère, c'est la transparence, c'est-à-dire qu'en fait,
il n'y a pas de système parfait. Et puis, dès lors qu'on produit, forcément, on pollue. Mais après, on peut quand même réduire son impact et on peut savoir. Et justement, les marques qui ont une démarche transparente, c'est-à-dire qu'elles sont capables de dire les points qu'elles ont encore à améliorer, mais elles sont honnêtes par rapport à ça. Et on sait, en achetant le produit, voilà, que peut-être il y a une étape qui est un peu moins vertueuse, mais qu'ils y travaillent et qu'ils sont en train d'améliorer la démarche. Et ça, je trouve que c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, en plus, on est quand même à l'époque du greenwashing. Et donc, on a quand même des informations. Voilà, l'autre fois, il y avait c'est un reportage qui date un peu, là, un cache investigation sur le coton, l'envers de nos t-shirts et sur le label BCI, la Best Cotton Initiative. Et ça, franchement, voilà, c'est des choses, c'est pas possible, quoi. On peut pas cautionner ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les marques éthiques, elles ont pas de collection, il n'y a pas de turnover ou 10 000 collections comme certaines marques avec des arrivages toutes les semaines ou même tous les jours. Là, il y a les marques, elles ont 2 collections par an. Il y a une marque là qui en a 4, mais c'est tout. Elles ne produisent que ce qui est commandé en fait. Et donc, il est possible que des fois, mettons que l'Armoire Poétique, je vais commander un article, mais s'il y a que moi qui le commande et en petite quantité et pas les autres revendeurs, ils vont pas le produire en fait. Donc ça voilà, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Que c'est pareil, le réassort, à un moment donné, s'il y en a plus, il y en a plus. Et c'est comme ça. C'est ça qui est important, c'est la production raisonnée en fonction de la demande. Il y a des marques même qui ne produisent que ce qui est vraiment commandé. Alors aujourd'hui, moi, pour sélectionner, comme c'est aussi le début, que j'ai pas les forces vives pour pouvoir aller investiguer plus que ça, je me suis appuyée sur des structures existantes qui font un travail remarquable, en particulier la plateforme WeDressFair, avec laquelle j'ai échangé aussi, donc qui va chercher assez loin l'information. Et donc là déjà, j'ai essayé de sélectionner des marques qu'ils avaient dans leur sélection, sur d'autres plateformes aussi de mode éthique. Et puis j'ai rencontré des boutiques de mode éthique dans d'autres villes en France, à Paris, à Lyon et à Toulouse. Et je me suis aussi basée sur la sélection qu'ils ont fait eux, parce qu'ils ont suffisamment de recul, ils ont expérimenté et ils étaient aussi capables de me dire, d'avoir un retour sur la marque en fait, à la fois en termes d'éthique et puis de vente, puisque c'est important, de vente et de durabilité des produits et de comment ils sont perçus par le consommateur. Mais l'idée à terme, c'est vraiment de pouvoir creuser plus ce côté éthique, d'aller un peu plus en profondeur, d'aller vraiment à la source pour vraiment comprendre comprendre comment sont faits les produits et pouvoir expliquer bien aux consommateurs en fait. Et donc ça, c'est vraiment mon rêve à terme, c'est d'aller sourcer directement les produits sur place, d'aller visiter des producteurs de coton, de faire vraiment le tracé complet des vêtements. Consommons grâce à la méthode Bisous. Alors la méthode Bisous, donc c'est un acronyme qui veut dire, donc le B c'est besoin. Est-ce qu'on a réellement besoin de cet article? Donc c'est des questions en fait à se poser avant un achat de vêtements. Donc I c'est immédiat. Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'on en a besoin maintenant, là tout de suite? S, c'est semblable. Donc, est-ce qu'on n'a pas déjà la même chose dans son placard? O, c'est l'origine. D'où vient ce produit? Comment il a été fabriqué? Le U, c'est utile. Est-ce qu'il va vraiment impacter positivement mon quotidien? Et donc, si on se pose toutes ces questions déjà, ça freine un peu la consommation, c'est-à-dire on évite l'achat impulsif d'un vêtement dont finalement qu'on va jamais mettre ou mettre une fois puis qui va moisir dans son placard après. Créons des richesses sociales, matérielles et culturelles en répondant à un intérêt collectif. Et comme dit Karine, plus il y aura d'initiatives, plus il y aura de changements. Écoute, merci beaucoup à toi, Kathleen, de t'être déplacée, de m'avoir proposé ce podcast. C'est vraiment super chouette. Avec grand plaisir. À très bientôt. Citoyens du monde devenons, prenons de bonnes résolutions par rapport à ce que nous consommons. Trions, réparons, recyclons. Et soyons conscients de ce que nous achetons. L'air de Kat.
Notre Monde, ce sont des épisodes simples à écouter, des émissions rythmées pour mieux se les approprier et pour mieux les utiliser. Pour aider Notre Monde à lui donner une plus grande visibilité sur les ondes, vous pouvez le noter sur Apple Podcasts, vous pouvez partager les épisodes et vous abonner sur les plateformes désirées. Notre Monde est entièrement produit gratuitement par mes soins. Alors un peu de soutien, ça fait du bien. Je vous remercie et à bientôt.